Salam alaikum, Azur Fillawan, bonjour. Les élections de tous les périls que nous vivons en ce moment, une campagne électorale très dure de l'aveu même du président sortant et candidat à sa propre 4e succession. Un président qui accuse son principal rival d'avoir menacé les walis et les chefs de daïra, de s'en prendre à leurs enfants, c'est ce qu'il a dit au ministre des Affaires étrangères espagnol qui était en visite à Alger, qu'il a reçu, et qui était visiblement très gêné que le président se plaigne à lui d'affaires algéro-algériennes. Nous allons visionner une courte vidéo sur ces accusations que Bouteflika exprime au ministre espagnol des Affaires étrangères. Vidéo. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم وزير خارجية إسبانيا خوزي مانويل غارسيا مارغالو، حيث سلمه رسالة شفوية من الملك خوان كارلوس الأول. وخلال اللقاء تطرق رئيس الجمهورية إلى بعض السلوكيات التي تشهدها الحملة الانتخابية. À certains moments, elle a manqué d'élégance. Il y a des appels à la violence, des comportements pas très orthodoxe, pas très démocratique. En Espagne, on n'a pas remarqué que c'était une campagne tellement dure. Vous pensez que ça a été terrible? Elle a été très dure. Il y a un code déontologique duquel on ne doit pas s'écarter. Qu'un candidat vienne menacer les walis et les autorités de faire attention à leur famille et à leurs enfants en cas de fraude, ça veut dire quoi? Mais ce sont aussi des élections où les Algériens s'impliquent en masse pour la première fois depuis l'indépendance de leur pays. Non pas dans ces élections, mais dans leur boycott de façon active, militante. Les mots de corruption, de mafia, de fraude fleurissent dans la presse et les diverses chaînes de télévision privées, jusque dans les journaux étrangers. Une abstention massive, un boycott massif se profile à l'horizon, laissant imaginer que, dans le meilleur des cas, le candidat qui remportera la victoire sera le président le plus mal élu depuis l'indépendance. Le taux de change parallèle, là où les gens échangent du dinar contre des euros, des dollars, flambe, parce que de nombreuses clientèles du régime s'affolent et envisagent déjà de se replier dans leur pays d'origine, dans leur pays de rechange, où ils ont pignon sur rue. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, les faiseurs de rois ne sont plus d'accord sur la désignation d'un même président fantoche, juste une façade institutionnelle. Et l'armée est dangereusement divisée. Le clan qui contrôle le régime commence à conditionner les populations avec un ton particulièrement alarmiste, accusant non seulement Benflis, le principal rival, mais aussi toutes les forces qui appellent à la résistance de vouloir faire replonger le pays dans une autre tragédie. Il use pêle-mêle de méthodes éculées, n'hésitant pas à propager la rumeur que les uns et les autres, que des officines malsaines ont déjà commencé à ramener des armes de Libye. Le régime cherche visiblement à noyer le poisson, parce qu'il craint que les résultats, qui sont déjà prêts, qui sont déjà sur les tablettes, pourraient provoquer une explosion de colère lorsqu'ils seront annoncés. Alors, pour noyer le poisson, comme je l'ai déjà dit, ce régime distille l'idée que tout mouvement de contestation, de contestation de ce régime, de contestation de chiffres émanant d'une fraude qui s'annonce, ne peut être que subversif, dirigé contre la sécurité de l'État, parce que eux, ils s'identifient à l'État. Successivement, Hamrouche et Zeroual ont lancé des appels qui laissent entendre qu'ils craignent une implosion au sein du haut commandement de l'armée. Ce ne sont pas là des signes anodins, puisque deux, parmi les intellectuels les plus respectés des Algériens,
Jamel Zennati et Adil Houari, habituellement au front de l'analyse et de la contestation politique, viennent de signer un appel d'une clarté remarquable. Un appel à l'ANP, l'Armée nationale populaire. Ils craignent, disent-ils, une répétition de la crise de 1962, c'est-à-dire une confrontation armée entre fractions rivales pour l'accaparement du pouvoir. Jamel Zennati et Adil Houari ne s'embarrassent pas de formules cauteleuses. Ils appellent directement les officiers différents et les différents appareils de l'armée à ne pas céder à la tentation aventureuse. C'est dire. Aujourd'hui, nous vous proposons 3 titres de la presse francophone. Celui d'abord du Huffington Post. Élection en Algérie, qui dirige vraiment le pays? Notre deuxième article, celui du Monde. La campagne présidentielle algérienne s'achève dans un climat très tendu. Et enfin, celui du Soir d'Algérie, Jamel Zennati et El Houari Addi lancent un appel à l'ANP, j'ouvre les guillemets, le 4e mandat va approfondir les fractures, et je ferme les guillemets. Avec nous donc aujourd'hui pour en parler, notre invité Abdelkrim Jaad et Jamel Zennati. Revenons donc maintenant à l'article du Huffington Post sur cette question qui pose la question de savoir qui dirige le pays. Abdelkrim Jaad, vous êtes avec nous? Abdelkrim Jaad? Bon, on me fait savoir que Abdelkrim Jaad n'est pas avec nous. Sinon, nous pourrions passer à Jamel Zennati directement. Ah, Jamel Zennati est donc avec nous. Jamel Zennati, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Alors, je crois que nous allons commencer par commenter et discuter de cet appel que vous avez lancé conjointement avec Adil Houari à l'ANP. Est-ce que c'est un appel d'une très grande intensité, où vous interpellez l'armée directement et où vous lancez de sérieux avertissements? Le pays est-il donc si menacé? Jamel Zennati. Jamel Zennati? Je crois que nous l'avons perdu, il me semble. Très bien, on me fait savoir qu'on est en train de le rappeler. En attendant, donc, je vais faire l'animateur et l'invité. Hein, je vais échanger avec moi-même, puisque c'est une émission en direct et qu'il faut improviser. Alors, je reviens à l'article du Huffington Post, élection en Algérie, qui dirige vraiment le pays. Donc, je me permets de répondre à ma propre question, à la question du journal. En effet, beaucoup d'Algériens se posent la question, c'est devenu tellement confus, tellement trouble, qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Dans les années 90, le système était assez simple, assez carré. Il y avait une douzaine, jusqu'à une quinzaine de généraux qui étaient dans le noyau central du régime. Il n'y avait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Donc, une fois qu'ils avaient interrompu le processus électoral, privé le fils de la victoire que lui avait donnée le peuple, ils se sont mis donc à réprimer toute forme de contestation possible avec une brutalité inouïe. Puis comme ils voyaient que la population ne penchait pas de leur côté, la majorité de la population, hormis ces éradicateurs qui appelaient à interrompre le processus électoral, ces généraux donc ont appris à gérer la violence, à créer le terrorisme pour pouvoir justifier leur présence en qualité de sauveurs de la République. Et ils sont devenus tellement puissants qu'ils se sont crus permis
de se permettre n'importe quoi. Ils se sont mis donc à tuer de la main droite, pendant que de la main gauche, ils pillaient le pays. Ils sont devenus tous riches comme Crésus. Depuis l'arrivée de Bouteflika, depuis ces 3 mandats successifs, avec la flambée des prix du pétrole, les donnes ont changé et ces généraux ont compris, eux qui gèrent la violence comme ils veulent, hein, qui la font flamber quand ils ont besoin qu'elle flambe et qui l'atténuent quand ils ont besoin qu'elle s'apaise. Donc ces généraux ont décidé de calmer la violence. On dit c'est Bouteflika qui a ramené la paix. Ce n'est pas vrai. Ce sont les généraux qui, une fois qu'ils ont compris qu'avec tant d'argent, ils avaient besoin de ramener la paix pour pouvoir prospérer encore plus. Ils se sont un peu inspirés de cette sentence juive, de la sagesse juive, qui dit il faut vendre au son du canon et acheter... Non, pardon. Il faut acheter au son du canon, quand les gens sont inquiets, qui vendent leurs biens, qui ne cherchent qu'à fuir, et acheter au son du violent. Quand la paix revient, c'est le moment d'acheter, de vendre ce qu'on a acheté à bas prix. Et donc, ils ont décidé de ramener la paix. Et du jour au lendemain, comme le coup de sifflet de l'arbitre, la violence s'est calmée d'un coup. Et c'est là où on comprend que ceux qui dirigeaient la violence et qui l'activaient et qui y étaient en plein cœur étaient ces généraux même qui étaient censés combattre le terrorisme. Et que même les émirs qui étaient dans les djihad, par exemple, qui combattaient le djihad, etc., étaient leurs propres agents. Certains des agents rémunérés, volontaires, bénévoles, tout ce qu'on voudra, des mercenaires, et d'autres à leur propre insu. Ils pensaient naïvement qu'ils menaient le djihad pour l'islam, pour instaurer une république théocratique en Algérie, et ils ne savaient pas, comme je l'ai dit une dernière fois, que la fatwa qu'ils serrent contre leur cœur a été écrite dans un bureau du DRS de Ben Aknoun par des imams marrants, par des prédicateurs de service. Et donc, depuis que Bouteflika est arrivé au pouvoir, quand il était en pleine possession de tous ses moyens, il s'est servi de cette manne pétrolière et de la caisse noire que lui avait créée Chakib Khalil, des milliards de dollars, non seulement pour acheter tous les généraux, pour les mettre dans la petite poche, mais aussi de créer beaucoup de généraux pour noyer dans la masse, cette petite clique de 12 ou 15 généraux. Et c'est ainsi qu'il a créé qu'il a nommé près de 300 généraux. Dans la masse, plus personne n'a reconnu ses repères et Bouteflika est devenu naturellement l'homme le plus puissant, puisque c'était lui qui servait en même temps la rente, et que c'était lui qui en même temps nommait les généraux, mais que c'était lui aussi qui dégommait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et c'est ainsi qu'il a mis à la retraite des gens, dont celui même qu'il avait ramené, le général Belkhir, celui qu'il avait imposé aux généraux. Il l'a humilié en le nommant ambassadeur au Maroc, après qu'il ait été son directeur de cabinet, puis il l'a zappé comme un Kleenex. Il l'a jeté à la poubelle, il l'a jeté à la corbeille. Et donc, Bouteflika est devenu très puissant. Mais en 2005, j'espère que je joue bien le rôle de l'invité qui explique. Hein. Je réponds donc à ma question. J'espère que mes invités me reviendront bientôt pour me venir en aide. Mais bon, donc en 2005, ce que personne n'a dit, ou presque, c'est que Bouteflika n'a pas seulement eu un cancer gastrique. Il l'avait déjà. C'était un peu compliqué à l'époque. En 2005, il a eu son premier AVC, dont personne n'a parlé. Et cet AVC l'a particulièrement diminué. Depuis 2005,
on s'en rappelle d'ailleurs, depuis le début de son deuxième mandat, on le voyait très peu, parce qu'il avait de rares moments de lucidité dans la journée, et il était très fatigué. Mais il pouvait quand même s'exprimer, se déplacer, parfois faire un petit discours, de petites apparitions, recevoir des lettres de créance, d'accréditation, pardon, des ambassadeurs. Et c'est à ce moment-là que Saïd Bouteflika, son frère, a pris le devant de la scène tout en restant parfaitement invisible. Et c'est à ce moment-là que Saïd Bouteflika est devenu le véritable homme fort du régime. Il a su s'entourer d'une double ceinture, de deux cercles concentriques. L'un qui était constitué des généraux du haut commandement, de tous les généraux importants du régime, de l'armée et du DRS. Et il les a récompensés comme il se devait. Il n'a pas été avare de l'argent du peuple pour ce qui les concernait. Et dans le même temps, il a créé un second cercle concentrique, un peu périphérique, d'hommes d'affaires qui brassaient des milliards de dollars, qui étaient en contact avec des forces étrangères. Il a pu nouer des relations très sérieuses, très profondes, avec des réseaux, des lobbies en France, avec l'État français, et c'est à partir de là où il s'est appuyé sur deux choses. L'image de son frère, à l'ombre duquel il évoluait de façon invisible, et l'appui d'une certaine France qui, en échange de contrats faramineux, mais aussi de corruption de politiciens français, lui a apporté tout son soutien et a fait savoir aux généraux qu'il serait malvenu de s'en prendre à Saïd Bouteflika. Donc le vrai pouvoir aujourd'hui, contrairement à ce que pensent certains, c'est mon avis, il est discutable certainement. À mon avis, aujourd'hui, le pouvoir se constitue d'un trio, Gaïd Saleh, Saïd Bouteflika et Toufiq. Moi je crois que Toufiq joue un peu sur les deux tableaux, mais qu'il est surtout avec Saïd Bouteflika. Parce que son clan, son clan, le DRS, n'a pas pu être démantelé sans sa collaboration directe et active. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, le DRS a été pratiquement démantelé, déchiqueté. Ses directions ont été dispersées entre plusieurs hiérarchies et ils lui ont coupé, ils lui ont rogné les ailes. Donc voilà, alors j'ai pu tenir le crachoir un petit peu. On me fait savoir que nous avons enfin un invité qui vient à mon secours. Sofiane Chouiter, vous êtes avec nous? Oui, allô, bonjour. Bonjour Sofiane, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ah ben, c'est très bien. Alors, moi je voudrais discuter avec vous. J'ai commencé, en fait, j'avais programmé un article qui dirige vraiment le pays. Comme je n'avais pas d'invité, je me suis répondu à moi-même. Faut savoir improviser. Et donc, moi, je vais passer à un second article. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Mais peu importe, ce qui compte le plus, c'est le titre, qui est très évocateur. C'est celui du Monde. Alors, je vous le cite. « La campagne présidentielle algérienne s'achève dans un climat très tendu. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au Canada, mais qui n'en êtes pas moins connecté à l'Algérie et qui la suivez de très près? Écoutez ce qui s'est passé apparemment juste à la fin de la campagne avec l'assassinat d'un des citoyens algériens par une personne qu'on dise qu'il est un des sympathisants du candidat président sortant Bouteflika. Avec mes amis sur le Facebook, je me suis posé la même question, mais plutôt de cette façon. Est-ce que c'est la fin de campagne et l'ouverture d'une nouvelle campagne de terreur?
Alors, les faits actuellement, avec ce qui se passe à Rabdaya, c'est qui est très dramatique et violent, je ne sais pas comment on va résoudre ce problème. Apparemment, le pouvoir actuel a montré qu'il non seulement il est incapable, mais il n'a aucune volonté de résoudre les problèmes de la violence qui se déroule actuellement à Rabdaya. On a vu que le premier incident entre les sympathisants ou les participants à un meurtre, c'est ça. Pour moi, le fait de tuer une personne, c'est dramatique. Le président sortant accuse l'autre candidat de préconiser la violence, d'être derrière le terrorisme. Effectivement, la situation nous laisse à poser ce genre de questions. Est-ce que on va vers des situations de troubles, de violence? Oui, c'est Sofiane Choueiter. Sofiane, je voyais tout à l'heure dans une chaîne de télévision proche dit-on du clan présidentiel, qui diffusait des images en boucle et des témoignages, soi-disant, des déclarations de gens qu'on avait ramenés, qui accusaient Benflis de préparer une insurrection armée, de ramener des armes de Libye. Cette même télévision met tout dans le même sac, le MAC, le fils, l'ex-fils des islamistes, les gens qui appellent au boycott. Ils les accusent de vouloir replonger le pays dans la décennie rouge. Moi, je l'appelle rouge. Certains l'appellent noir. Les années 90. Ils sont en train de préparer l'opinion parce qu'ils imaginent que lorsqu'ils annonceront leurs chiffres trafiqués des élections, ils imaginent, ils prévoient une explosion de colère. Alors ils préparent, ils sont en train de dire, ces gens-là vont ramener l'OTAN, ils vont nous mener dans une guerre civile, nous replonger dans la décennie rouge, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Oui, mais c'est fort probable. Vous savez, et peut-être vous savez mieux que moi que c'est un régime qui a toujours géré la situation du pays par la manipulation, par la peur. D'ailleurs, tous les gouvernements du monde essayent toujours de gérer leur peuple par la peur pour mieux maîtriser la population. Moi, je me pose la question, si c'était dans un État qui se respecte, les accusations portées contre un des candidats, il devrait y avoir une ouverture d'une information judiciaire par le procureur général. Si les faits ont été établis, qu'il sera poursuivi. Mais disons, voir un président qui se plaint à un ministre des Affaires étrangères d'un pays étranger, alors qu'il aurait pu, s'il a des éléments, de saisir son ministre de la Justice, que le Code de procédure pénale lui donne la possibilité de saisir en même temps un procureur pour ouvrir une enquête. Sinon, ils sont dans la diffamation. La diffamation est punie par la loi. Et je regrette franchement qu'on est arrivé à un niveau vraiment de porter des accusations graves sur un autre candidat sans que la justice réagisse, tu vois. Effectivement, la probabilité de manipuler l'opinion, de faire régner la peur pour que le peuple accepte le statu quo ou le fait accompli est envisageable. Ils ont cette expérience, les antécédents nous a démontré que c'est un régime qui est capable d'utiliser cette manière, disons, entre guillemets, pour résoudre leur propre crise. Sofiane Choueiter, on nous dit souvent, on nous répète à l'envi, on nous engave d'ailleurs que le président Bouteflika a ramené la paix, la réconciliation nationale, etc. Et dans le même temps, aujourd'hui, on nous dit « Ah, attention, les gens vont replonger le pays dans la violence ». C'est donc quelle est donc cette paix qu'un groupe de gens peut rompre à tout instant pour replonger tout un pays dans la violence? C'est que donc cette réconciliation,
elle est bien fragile, n'est-ce pas? Ou alors, moi, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. On nous dit, il a ramené la réconciliation, c'est fini, c'est la paix, on est bien. Et puis on nous dit, non, non, il y a un groupe de personnes qui vont replonger tout le pays dans la violence. Que pensez-vous de cette... Et vous savez, moi j'ai jamais jamais cru qu'il y avait une véritable réconciliation après la guerre civile qu'on a connue. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus qu'une partie des groupes armés d'opposition ont affaibli par la guerre menée par les éléments de l'ANP. D'ailleurs, même l'ancien chef d'état-major de l'ANP, Mohamed Ammari, a dit clairement que c'est une reddition. Il n'y avait aucune négociation pour le retour électrique. C'est tout simplement une reddition. Ce qui a été confirmé effectivement par beaucoup de chefs et des leaders de ces groupes d'opposition qui ont reconnu que c'est une reddition. Ça n'a rien à voir avec une véritable des négociations qu'on connaît tous les pays qui sortent dans un conflit. Donc s'il y avait une paix relative à cette époque, c'est beaucoup plus parce que les groupes armés ils se sont désarmés. C'était juste après les massacres de l'automne 97 que l'AIS a appelé à un cessez-le-feu unilatéral, etc. Bon, pour l'instant, s'il parle de que la violence va retourner, c'est beaucoup plus la violence, pas des groupes armés d'opposition, c'est beaucoup plus aussi du peuple. Merci Sofiane, je suis resté avec nous. Il ne faut pas oublier qu'on crée des États avec des mécanismes démocratiques, les institutions, etc. C'est pour... Merci Sofiane, restez avec nous. Nous avons maintenant avec vous notre ami Jamal Zennati, qu'on a difficilement pu joindre. Jamal Zennati, bonjour. Jamal Zennati? Je vous entends, je vous entends. Enfin, on vous a perdu, on n'a pas pu vous avoir. Je présume qu'ils vous ont appelé sur votre portable puisqu'ils n'ont pas pu vous joindre par Skype. Oui, la connexion vient d'être interrompue curieusement. Curieusement, j'allais vous le dire. On a fait peut-être la bêtise d'annoncer que vous alliez être avec nous et bon, d'accord, mais bon, je comprends. Vous avez lancé avec Adil Houari un appel d'une très grande intensité, où vous interpellez l'armée et où vous lancez de sérieux avertissements. Y a-t-il vraiment une menace aussi grande que celle que vous laissez, non pas que vous suggérez, que vous déclarez, dont vous nous avertissez? Absolument, c'est la gravité et la détérioration, surtout ces derniers jours donc de la situation, qui nous a contraints à lancer cet appel, à agir de la sorte. Il y a une volonté d'installer un climat insurrectionnel dans le pays, car c'est le seul moyen pour la constellation qui gravite autour de Bouteflika de se maintenir au pouvoir. Ils savent pertinemment que le peuple algérien veut en finir avec ce règne de corruption, de hogra et de régression. Ils le savent, ils l'ont senti à travers la campagne électorale, ils l'ont senti à travers tous les mouvements qui s'opposent au 4e mandat. Alors, ils commencent donc à manœuvrer dans le sens de créer un climat de violence qui va favoriser leur mainmise, qui va encore prolonger leur mainmise sur le pays. C'est ce danger, c'est ce péril qui menace le pays, qui a fait que nous avons décidé d'interpeller l'armée. L'appel est clair. Nous demandons à l'ANP de ne pas se dessaisir de l'héritage de l'ALN. C'est-à-dire, il faut qu'elle veille à préserver l'unité du pays, l'unité des populations et l'unité du territoire, à préserver la souveraineté nationale, et ceci
bien sûr, passe par un acte courageux et qui consiste à soutenir, sans aucune ambiguïté, une transition démocratique. Zinnati, il y a des gens qui, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs disent que les chiffres des résultats des élections seraient déjà sur les tablettes et que, sachant que ça va choquer tout le monde, ce régime donc sait que ça Je ne vous entends plus. Jamal Oui, Zinnati, Jamal. Oui. Ça veut dire oui, des rumeurs circulent ici et là sur des chiffres qui auraient été déjà concoctés dans les laboratoires du clan présidentiel, selon lesquels la participation tournerait autour de 60-65% et le candidat absent bénéficierait entre 50 et 55% des suffrages, et Benflis est accrédité d'un chiffre qui avoisine les 35%. C'est des chiffres faux. C'est des chiffres faux. Donc, et je tiens poursuivez. à les avertir que ce genre de manœuvre risque d'enfoncer le pays davantage dans la crise. Jamal Zinnati, justement, d'abord ces chiffres on sent qu'il y a quelqu'un de très, s'ils s'avèrent vrais, on sent qu'il y a quelqu'un de très intelligent derrière, parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait plus annoncer ces taux de participation de 99%, ces candidats élus à 94%. Donc ils ont revu à la baisse pour ne pas trop choquer. Mais le problème est qu'aujourd'hui, ils savent que ces chiffres, lorsqu'ils seront annoncés, si tels seront-ils, ils savent qu'il y aura forcément une contestation, une grande colère qui risque d'exploser. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train déjà de préparer le climat. Ils passent dans leur chaîne de télévision, celle du régime, en boucle des informations comme quoi Benflis s'apprête à faire ramener des armes de Libye, qu'ils ont mis tout dans le même sac, le MAC, le fils, Benflis, que nous nous apprêtons à appeler l'OTAN à la rescousse. Et ils montrent là d'abord tout le mépris qu'ils ont du peuple algérien pour son intelligence, mais on sent qu'ils s'attendent à une explosion et qu'ils veulent préparer l'opinion à l'idée que ce sont des forces étrangères et des gens qui veulent replonger le pays dans la tragédie qui ont fait sortir les foules dans la rue. Ce n'est pas votre avis ? Oui, c'est possible, mais de toute façon, arriver à ce point, à ce degré dans le ridicule, ça prouve d'abord qu'ils sont dans le désarroi le plus total. Ils ne sont plus sûrs d'eux-mêmes. Recourir à la rumeur, c'est-à-dire jouer sur les peurs, brandir des menaces, de fausses menaces, est déjà un aveu d'échec en soi. C'est en soi déjà un aveu d'échec. Maintenant, ils peuvent faire circuler n'importe quelle arithmétique. Le peuple algérien, il sait que le problème n'est pas d'ordre quantitatif. Le problème, c'est pas que Bouteflika passe à 50,0006. Le problème, il est d'ordre qualitatif. On veut changer. Le peuple algérien attend le changement à travers... Allô. Est-ce qu'on a perdu Jamal Zinnati? Essayez de le rappeler. Donc, je reviens à Chouiter, Sofiane. Sofiane, vous êtes toujours là avec nous? Oui, je suis là. Vous avez entendu ce que disait Jamal Zinnati au sujet des chiffres qu'il s'apprêterait à nous livrer,
qui sont des chiffres de victoire modérés. Hein. Ils ne veulent pas trop forcer sur le... vous seriez... Oui, allez-y. Vous pensez que c'est des chiffres probables? C'est fort probable. C'est fort probable qu'ils ont déjà préparé des chiffres, disons, entre guillemets, normales d'une victoire du candidat Abdelaziz Bouteflika. Ça reste toujours dans le cadre de la manipulation. Ils sont, comme tu viens de dire, qu'ils sont intelligents cette fois-ci. Ils vont pas donner des chiffres considérés comme excessifs sur le taux de participation, parce qu'ils savent très bien que le taux de participation va être très faible, peut-être qu'il ne dépassera pas 20%. Donc c'est ça. C'est la manipulation de l'opinion, comme ça a été toujours leur moyen depuis notre indépendance. Ils gèrent le pays par ce genre de méthode. Et voilà. Sofiane Choueter, j'aimerais avoir votre avis sur deux faits qui sont distanciés par le temps mais qui se ressemblent étrangement. D'abord, l'interruption du processus électoral. Je sais que c'est le passé, mais ça sert toujours à rappeler ce rôle de l'armée dans les années 40. Et cette fois-ci, est-ce que vous pensez que tel processus pourrait se reproduire si tant est que le candidat du régime ne sort pas? Ça veut dire, j'aimerais avoir votre appréciation sur ces deux événements dans le temps, dans des circonstances différentes. Je ne sais pas, même c'est du passé, mais moi je dis toujours que c'est un passé qui ne passera pas, tant qu'on n'a pas vraiment affronté notre passé de façon courageuse. L'armée a commis une erreur grave et stratégique d'arrêter le processus démocratique en janvier 92. Mais elle a la possibilité d'assumer son devoir historique actuellement, d'arrêter ce processus qui va amener le pays vers le chaos, vers la destruction du pays. Je me rappelle l'expérience du Portugal. En 1926, l'armée a fait un coup d'État à la propriété d'une instabilité dans le régime parlementaire à l'époque au Portugal. L'armée, en 1926, a commis un coup d'État militaire contre le régime démocratique parlementaire. Et une année après, c'était Salazar, l'ancien ministre de l'économie, qui est devenu le dictateur. Donc, il a régné jusqu'en 1974, suite à des situations qui ont été catastrophiques et graves pour le Portugal. Des jeunes officiers, des capitaines ont assumé la responsabilité historique de mettre fin à la dictature de Salazar. On l'appelle merci Sofiane Choueter. Merci de nous avoir accompagnés. Je reviens à Jamel Zennati, qui semble que nous l'ayons retrouvé. Nous l'avons encore perdu. Donc c'est dommage, je voulais discuter avec Jamel Zennati. On attend encore un peu, peut-être qu'ils pourront que notre équipe technique pourra le joindre. Je voulais discuter avec lui de ce que doit être l'avenir après le 18. D'ici le 18, les jeux semblent être faits par avance. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Mais j'aimerais savoir ce qui se passera. J'aurais voulu poser la question à Jamel Zennati, je la lui pose en espérant qu'il y répondra prochainement, sur ce que deviendra l'Algérie à partir du 18. J'aimerais dire aussi que si jamais violence éclate, elle sera le fait de ce régime qui s'identifie à la légitimité, qui s'identifie à l'État, qui s'identifie à toutes les institutions de l'État qui, en fait, ne sont que de pures façades pour cacher une réalité tellement laide. Nous n'avons pas pu donc joindre Jamel Zennati, malheureusement. Cette émission arrive à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés et nous vous disons à demain. Merci.